les aspects matériels. Et avant de donner la parole au corps médical, eh bien on va avoir les précisions des constructeurs, des fabricants sur l'état de la normalisation du matériel. Vous savez qu'on a beaucoup parlé des fumées ces dernières années, de la protection face aux fumées, et ça nous semblait intéressant cette année d'élargir le débat sur la question des tenues, dont on n'a finalement encore jamais parlé dans ces rencontres et qui donnent lieu à des pratiques assez différentes d'une cellule à l'autre. Donc je pense que c'est intéressant de se pencher là-dessus ce matin. Madame Segert, c'est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation de nous avoir invités. Donc, c'était vraiment très intéressant tous ces thèmes, et ça complétait donc parfaitement nos besoins de retour d'expérience pour la construction et la continuité dans l'innovation des tenues d'intervention. Un petit mot sur la société pour ceux qui la connaissent pas. Donc, Sioun France. Il manque la petite télécommande. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Sioun France donc est implanté donc dans le sud-ouest principalement, historiquement. Le siège social est à Narbonne et il y a donc un établissement secondaire à Groyer. Dans lequel on fabriquait donc le cuir pour les vêtements d'intervention textile. Donc Sioun France, on fait partie donc du groupe Sioun qui emploie à peu près 4000 personnes à travers le monde, dont plus 300 salariés en France, et vous voyez donc pratiquement 30 personnes dédiées aux EPI donc sur le territoire français. Donc 3 grandes divisions dans le groupe Sioun, une division induction donc qui a démarré donc dans les années 1970 à peu près, oui, une division colorimétrie et une division confection. Et donc dans cette division confection, donc depuis de nombreuses années, on fabrique des vêtements donc de protection, des vêtements de pluie, des vêtements de froid, des vêtements de haute visibilité, des vêtements de protection thermique. Et donc dans les niches de fabrication donc de la confection, il y a donc notamment le Fire, donc les vêtements d'intervention, avec le rachat en 2001 de la société donc Vidal Protection dans le Tarn qui fabriquait les vestes en cuir, d'où en fait une bonne connaissance des besoins des sapeurs-pompiers. Une division donc tronçonnage, protection donc CHN, une division flottaison avec des vêtements donc de flottaison, et une division donc balistique avec la fabrication de gilets pare-balles. Voilà un petit peu la division confection. Donc moi-même, je suis basée donc à Groyer. Laurent Segert, je suis responsable donc de l'unité de Groyer, mais en même temps du service commercial donc pour le Grand Sud-Ouest, donc pour un grand secteur donc qui va donc de la Vendée à la Creuse, Montpellier, Bordeaux et l'Outre-mer. Voilà. Je suis donc avec mes collègues Aurélie Martorell, ici. Aurélie, si tu peux juste lever la main, donc qui est basée aussi sur le site de Groyer, qui s'occupe donc des réparations et des lavages, qui est en lien avec l'atelier, donc travaille au bureau, mais qui est en lien avec l'atelier pour ça. Et Vera de Glace, qui est donc à la maison mère et qui est notre ingénieur textile. Voilà. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on répond à vos questions. Donc voilà un petit peu donc l'historique. C'est pour ça qu'on a pu continuer donc à faire évoluer les tenues donc avec toute l'expérience qu'on avait par rapport à ça. Ouais. Donc les feux d'espace naturel. Donc nous fabriquons donc des tenues d'intervention feux de structure. Donc Madame la sous-préfète tout à l'heure a parlé donc des tenues donc des sapeurs-pompiers de Paris. Donc font partie de nos fabrications, les tenues rouges. Et ce qui nous intéresse là aujourd'hui, ce sont donc les feux d'espace naturels. Un petit rappel donc sur les brûlures avec des éléments qui ont donc été donnés donc par le docteur Agopian ici présent, qui m'appuiera si vous avez quelques questions.
il est important voilà, de regarder donc, le facteur de gravité parce que supérieur à 15% en fonction voilà, des profondeurs de la localisation des circonstances. Donc ce sont des brûlures qui peuvent être extrêmement graves. Tout ce qui concerne aussi tout le traitement donc, des gens qui sont brûlés, parce qu'il y a la brûlure en tant que telle, mais il y a aussi donc, toute une prise en charge pluridisciplinaire qui a lieu, donc, que ce soit aussi par le côté aussi psychologie, etc., et une durée des soins qui est extrêmement longue. Donc ça fait partie quand même des accidents qui sont dans les plus graves. La règle des 9 de Wallace, qui permet en fait donc d'évaluer donc l'étendue de la brûlure sur le corps. Donc c'est une règle donc qui existe donc depuis longtemps et qui répartit donc en fait le pourcentage en fait de brûlure donc selon les endroits du corps. Et ce qu'il faut noter voilà, c'est qu'à partir de 15% de surface brûlée, le pronostic vital est engagé. Donc 15% deuxième et troisième degré de brûlure confondues. La cartographie des brûlures, donc ce sont donc des données qui ont donc été récupérées donc sur la base des statistiques donc du SDIS-13, BMPM et Formisc. Ce sont des valeurs de 2016, mais qui a priori donc n'ont pas évolué par rapport à ce type, au type d'article comme la TSI. Donc ce qu'on voit en fait, c'est au fur et à mesure le recensement donc des endroits qui sont les plus brûlés. Ce qu'on remarque, la fréquence en fait, ce sont les jambes et notamment donc l'arrière des jambes. Et l'arrière des jambes, c'est un endroit important parce qu'il permet en fait de pouvoir prélever de la peau pour faire des greffes pour réparer un autre endroit. On voit également donc une différence au niveau des bras, où on a donc le bras droit donc intérieur qui est plus protégé parce qu'en fait ce qui se passe c'est que en incendie on peut remonter donc le bras droit donc sur le visage pour se protéger et c'est pour ça qu'on a ce décalage en fait entre les deux bras selon comment il est positionné. Voilà. Ce qui nous intéresse surtout, voilà, c'est le stress thermique. Donc, le petit clin d'œil de la photo, y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce que en cas donc d'incendie et quand il fait donc très chaud, on n'a plus toutes nos têtes, donc il n'y a pas toujours le pilote dans l'avion. Donc, le corps doit se maintenir à une température autour de 37 degrés. Donc, ça, c'est la température donc intérieure. Et la température donc extérieure, 35 degrés. Le problème, c'est que quand la température, la chaleur extérieure augmente, la température donc à l'intérieur du corps et sur la face extérieure augmente également. Ce qui peut provoquer donc des fatigues de chaleur par déshydratation, par perte de sels minéraux, qui peuvent enclencher après donc des crampes de chaleur également. Des malaises, donc là déjà on commence à plus avoir donc toute notre tête et une perte des capacités cognitives. Voilà. Après donc une montée après de 2%, donc malaise, coup de chaud. Voilà. Et là c'est trop tard. Ça veut dire le cerveau a donné donc l'impulsion. Il se met en sécurité et là, donc, on réagit plus du tout. Donc, ce qui est important, c'est l'analyse des risques. C'est par là que tout démarre, parce qu'effectivement, on doit bien déterminer quel est le risque avant donc, d'adapter donc, le pays. Parce qu'on a des EPI qui sont vraiment prévus pour certaines circonstances et qui ne sont pas forcément modulables. On ne peut pas dire, eh ben, tiens, pour cette opération-là, je vais prendre un autre pays parce que lui, il répond à cette donnée, sauf s'il n'a pas été conçu pour ça à la base, c'est là où, en fait, de mélanger les normes et les EPI, il va falloir être bien prudent avec ça. Par rapport à l'analyse des risques, donc, on utilise un rétexte des interventions.
Donc ça va nous permettre d'élaborer donc la confection adaptée par rapport donc à ce qui s'est passé dans l'intervention. Également donc voir si on a besoin donc de résistance technique supérieure ou une protection thermique à certains endroits, etc. C'est important aussi parce qu'actuellement il y a un changement climatique, donc avec une augmentation des feux de forêt et une chaleur extérieure qui continue de monter. D'après ce que j'ai compris donc, sur Nîmes, en été 2002, c'était les conditions qu'il y avait au Caire il y a 15 ans. Donc il y a vraiment donc, une montée des températures extérieures. Améliorer le confort, l'ergonomie des EPI, très important. Et donc le stress thermique, donc 2% de température interne, plus 2% fait perdre 50% des capacités cognitives. Et ça, c'est important parce que si on diminue donc les capacités cognitives, eh bien, on ne prend pas les bonnes décisions et on risque de s'égarer au lieu d'adopter les bons gestes et c'est cause d'accidents. Voilà, donc comme vous l'avez compris, depuis tout à l'heure, donc on parle du stress thermique. Parce que donc on a donc des statistiques qui remontent donc des États-Unis, donc qui datent de 2019, mais qui s'accentuent. Et on voit donc que le stress thermique est responsable de 51,6% des décès des sapeurs-pompiers. Donc suivi juste après donc par les traumas, donc les chocs et après donc toutes les autres causes, mais qui sont en minorité. Donc c'est vraiment le point le plus important. EN ISO donc 15384. Donc les normes, il y a une évolution donc régulière des normes. Donc il y en a une donc qui a eu lieu sur la norme donc feu de structure. La 469-2005 donc, est devenue donc, la 469 donc, 2020. Donc ça, c'était donc, tout fin d'année dernière. Et la norme donc, spécifique donc, pour les feux, lutte contre les feux d'espace naturel, c'est la EN ISO 15384 qui date de 2020 et qui remplace donc, la 15614. Donc il y a des évolutions au niveau des exigences et qui permettent aussi d'aggraver un petit peu en aggravant les exigences, on va avoir donc des meilleurs produits en face qui vont répondre aux besoins. Alors ce n'était pas forcément pour la France, mais c'était surtout pour des pays dans le reste du monde où il y avait des tenues qui n'étaient pas adaptées, qui étaient un peu dangereuses. Donc ça a fait un petit peu de ménage au niveau mondial dans les EPI donc, concernés par le feu d'espace naturel. On mesure donc la chaleur radiante. Dans la nouvelle donc, norme, la 15384, on va le faire donc, après les lavages, donc ceux préconisés par le fabricant. Mais également donc à l'état neuf, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne version. Alors après les lavages 5 mini, ça c'est l'exigence de la norme. Bien évidemment, 5 lavages, c'est pas suffisant. Donc au niveau de nos tenues, on a pour certains articles comme les surpantalons des valeurs donc après 25 lavages et pour notre tenue donc spécifique brûlage dirigé, on a des valeurs après 50 lavages qui sont plus proches de la réalité de l'utilisation. Également, la norme donc, feu de forêt impose donc un test de transmission de flux de chaleur à 20 kW par mètre carré, contrairement donc, à la norme feu de structure qui impose 40. Et donc, à titre informatif, nos tenues donc, brûlage dirigé sont testées à 30 kW. Le transfert donc, de chaleur, donc on mesure donc, le rayonnement. RHTI 24 doit être supérieur à 11 secondes. RHTI 24 moins RHTI 12 supérieur à 4 secondes. Ça, c'est l'exigence de la norme. Donc, le delta entre
24 et 12, en fait, va représenter donc votre temps échappatoire avant d'avoir une brûlure au 2e degré. Donc, vous voyez, c'est très très peu. Je vais vous faire défiler donc le test. Du coup, je ne sais pas comment faire pour vous montrer la petite vidéo. Le transfert de radiation, donc, qui est mesuré en laboratoire. Voilà, donc on prépare le complexage, le tissu autour du capteur. On les place dans l'appareil. Voilà, et donc on amène la chaleur donc, exigée donc, dans le test de la norme et on ouvre la trappe. Voilà. Et en fait, donc vous voyez, donc ces matériaux, ils n'ont pas fondu, ils se sont pas perforés et ils sont restés donc parfaitement en place. Donc les exigences donc minimales donc du transmission donc de chaleur donc en termes de secondes, donc qui est quand même assez bas. Et donc une nouvelle donnée donc, qui est donnée aussi de facteurs de transmission qui doivent être inférieurs donc, à 70%. Donc c'est la résistance du matériau en fait, à empêcher donc, la chaleur de rentrer à l'intérieur. Donc les autres exigences de la 15384, une surface donc, minimum rétro-réfléchissante et fluorescente. Donc ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne version. Donc c'est pour ça que par exemple vous voyez là-bas donc la tenue donc jaune, elle a donc des bandes grises rétro-réfléchissantes. Donc ça c'était suffisant pour la 15614. La 15384 impose donc de la fluorescence, donc avec une certaine surface. On a donc fait le choix donc d'une bande thermosoudée segmentée qui permet donc d'avoir une souplesse importante. Également aussi donc de ne pas avoir de couture, donc en termes de réparation c'est intéressant, et d'avoir donc de conserver donc le maximum de respirabilité. Cette bande a l'avantage d'être en même temps rétro-réfléchissante et en même temps fluorescente. Donc elle compte donc pour les deux valeurs. Donc on l'applique donc sur la veste d'intervention aux mêmes endroits que ce qu'on avait donc sur l'ancienne veste. Au niveau du pantalon, feu de structure pareil, et pour le surpantalon, parce qu'on a donc aussi un surpantalon qu'on porte donc sur le TSI parce qu'il est donc plus léger, et là donc on va ajouter une bande complémentaire latérale On ajoutera donc une bande complémentaire latérale pour avoir donc la surface exigée. La résistance à la vapeur d'eau, très important, donc c'est la capacité du matériau à évacuer la transpiration. Ça suffit pas. Et ouais, mais Jean-Luc Sarlat, il a mis 23 ou 24 slides et bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, la résistance thermique donc des matériaux. La résistance, donc un nouveau test aussi, donc la résistance à la chaleur 5 minutes à 260, et aussi donc une résistance mécanique des tissus exprimée en newton, donc qui a été augmentée. Là, c'est les valeurs que vous avez avec votre tenue référentielle actuelle. Donc vous voyez en fait donc que pour l'exigence de 11 secondes, eh bien vous avez donc 11,6. Et pour 4 secondes, 5,1. Donc on est vraiment aux limites basses de la norme. Voilà. Donc ici, le surpantalon, donc feu d'espace naturel. Donc celui-ci, il est donc apporté donc sur la TSI. En fait, vous le mettez quand il y a une température donc extérieure vraiment importante,
que ça chauffe beaucoup, donc c'est une protection supplémentaire. Donc dans notre modèle qui est référencé notamment à l'UGAP, il est livré dans une poche que vous pouvez donc fixer sur le ceinturon et il se déploie sur ordre. C'est un cahier des charges à la base qui a été écrit par le SDIS 06, voilà, pour le marché UGAP. Au niveau donc de ce surpantalon, donc vous voyez une fois donc qu'on le met, on obtient les valeurs donc de 14,9 secondes pour donc la montée de température donc de 24 degrés au contact de la peau, et le temps échappatoire déjà est passé à 6 secondes. Donc ces secondes, on sait très bien qu'elles sont précieuses, vraiment très très précieuses. En suivant, donc on a donc le tissu donc ce même dans lequel on rajoute donc une maille surnuméraire. Et donc après traitement, ça veut dire après les lavages qu'on a décidé. Donc en l'occurrence ici c'est 25. Et là donc on obtient donc 23,6 et 9,1. Donc là c'est vraiment phénoménal le temps qu'on gagne en fait avant la transmission de chaleur, tout en gardant un produit extrêmement souple, extrêmement léger. Mais parce qu'il est composé essentiellement d'aramides. Et dans la dernière version, donc c'est quand il est porté donc sur la tenue TSI. Vous voyez, donc c'est la dernière colonne. 32,6 et 11,8. Donc là, on a multiplié par 3, en fait, donc, nos chances de ne pas être brûlés quand on porte ce surpantalon. Donc, la tenue feu d'espace naturel, donc la tenue brûlage dirigé, celle donc qu'on préconise et pour lequel donc on a fait donc un développement. On est donc sur un tissu donc contre-collé donc de 320 grammes mètre carré. Elle dispense du port de la TSI. Elle est testée donc on a dit après 30 kW et donc on obtient donc après lavage un RHTI à 24 secondes. 11 secondes pour le temps échappatoire. Et si on ajoute la maille, là on obtient vraiment les meilleures valeurs possibles, c'est-à-dire 34 secondes et 16 secondes. Donc cette maille supplémentaire, on ne l'a pas mis à n'importe quels endroits. Elle a été mise de façon stratégique à l'intérieur du pantalon et notamment au niveau donc des cuisses, devant et derrière, puisqu'on a vu en fait que la fréquence des brûlures la plus importante était à cet endroit-là et qu'il fallait donc protéger cette zone-là pour pouvoir, si nécessaire, malheureusement, récupérer donc de la peau pour les greffes. Donc, je vais vous montrer la maille surnuméraire. Voilà. Très bien. Merci Aurélie. Et donc, vous voyez, donc sur la face devant, donc elle couvre donc le haut de la cuisse, et sur la face arrière, elle protège bien donc l'arrière du genou, qui est une zone qui est vraiment très très sensible. Au niveau donc de cette tenue, eh bien, on peut ajouter donc selon donc les exigences du département des renforts. Donc certains font le choix donc de renforts un peu anti-abrasifs au niveau des genoux, notamment les massifs où il y a beaucoup donc d'épines noires. Mais sachez quand même que ce tissu-là, avec ses résistances mécaniques, résiste aux ronces et ça c'est important. Possibilité d'y adjoindre un produit filtrant à l'intérieur. Donc ce qui est important, voilà, c'est la recherche de l'EPI adapté pour la sécurité. Et notamment dans les nouvelles conditions climatiques, il faut trouver donc le meilleur compromis en ayant donc la protection la plus élevée, mais en même temps le vêtement qui va être le plus léger et le plus respirant possible pour éviter les montées en température. Il faut aussi penser donc que c'est un EPI, c'est un équipement de protection individuelle et qui doit être traité donc en l'état par rapport donc à l'utilisation, mais aussi donc au contrôle, à l'entretien et au recyclage si nécessaire. Donc on va rechercher donc la meilleure ergonomie, donc le taillant c'est vraiment très important et surtout la confection, le design. Hop.
Il y a aussi une explication qui doit être donnée. Donc, quand on remet un EPI donc, à un utilisateur, on doit lui expliquer bien comment il fonctionne, dans quelles conditions on le porte et à quel moment on doit donc, le positionner pour être en phase avec les exigences. Donc, ce tissu, voilà, donc, il est intéressant parce que donc, il fait 320 grammes mètre carré. Donc, il est en aramide extérieur. Il a une maille contre-collée en aramide. Et c'est vraiment important parce que si on prend donc des matières donc mélangées avec de la viscose FR ou qu'on rajoute derrière des cotons traités, il faut savoir que dans l'utilisation, l'entretien, ça se dégradera et vous n'aurez pas donc un vêtement qui sera optimal. Vous allez avoir des couches plus lourdes pour obtenir le niveau et qui ne tiendront pas dans le temps. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a fait le choix de vous fournir ce produit parce qu'à aujourd'hui, c'est celui qui est vraiment adapté, le plus léger et qui va tenir dans le temps. 50 lavages et à 60 degrés pour la décontamination. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est bon. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Merci d'avoir concentré votre intervention et désolé de vous presser, c'est la règle, tout le monde le sait ici maintenant. Aucun problème. Avez-vous des questions sur ces effets matériels? Oui. Merci. J'avais une question au sujet de la veste TSI. Aujourd'hui, c'est un EPI qu'on utilise au quotidien sur la partie feu de forêt, sur des feux virulents. Qui répond à la norme, d'ailleurs, on l'a vu, elle passe les exigences de la norme. Alors du coup, j'ai pu éplucher il y a quelques jours justement la norme, la nouvelle, la 15384. Oui. J'ai pu voir que le respect du col, de la hauteur du col et de la bande réfléchissante n'était pas respecté par ces vestes TSI. Ah oui, tout à fait, puisque dans le cadre de la 15384, comme on a vu, il faut donc du rétro-réfléchissant et du fluorescent, ce qui n'était pas le cas de la 15614. La 15614, celle d'avant, disait que si on met du rétro, on doit en mettre une certaine surface. Mais là, dans celle-ci, on exige et du rétro et du fluo. Donc la veste TSI qu'on utilise aujourd'hui ne répond pas à la nouvelle norme 15384. Par rapport au silhouettage, non. D'accord. Clairement. Ok. Une autre question? Oui, bonjour. Une question sur les cagoules. On n'a pas évoqué les cagoules en tenue de protection. Et, oui. Et on sait aujourd'hui que finalement, notre premier fusible, c'est le visage, quoi, puisque c'est peut-être l'élément qui est le moins protégé. Donc si vous aviez un élément à nous apporter là-dessus. Alors votre question c'est est-ce que Sioun fabrique des cagoules? Non. Non, mais par rapport à la norme. On a fait le choix de pas aller sur le produit cagoule et notamment donc avec un certain cahier des charges assez récent sur lequel on ne croyait pas du tout dès qu'il est sorti et qui s'est avéré effectivement avoir été retoqué plusieurs fois. Donc on fabrique pas les cagoules. Mais oui, la protection cagoule est importante. Ouais. Comme la protection par exemple de la capuche qui est prévue donc pour porter donc le casque dessous et avec donc une grande mentonnière. Bonjour. Oui, bonjour. Guillaume Jean de l'Aude. Une question, on a, je pense, beaucoup vu le dernier référentiel technique qui vient de sortir il y a quelques jours également sur la veste et pantalon protection incendie et secours technique. Oh oui. Que pouvez-vous nous dire de cette évolution par rapport à vos produits en termes de conformité et en termes éventuellement de délai en termes de nouveaux produits par rapport à ce référentiel? Alors du coup, vous parlez donc de la tenue qui est dessous. On va parler donc le référentiel technique, le nouveau référentiel technique, notamment voilà, en fait, prévoit une coque interne et une coque externe. Qui combine donc l'espace naturel, le rescue et le feu de structure. Alors, oui, Vera, tu veux dire quelque chose? Je vais juste répondre. Madame qui a fait l'introduction de cette symposium aujourd'hui, elle a mentionné une chose qui est très importante, un EPI. Garde le micro plus près, Vera. Un EPI pour tous, ça ne marche pas. Donc, le référentiel, c'est un EPI pour tous. Ah ben, ça ne marche pas. Il y a une analyse de risque et à base d'une analyse de risque, on doit faire une sélection pour protéger votre sapeur-pompier.
Donc, merci, pardon, voilà. je dois vous interrompre. Moi j'aimerais, Guillaume, ta question est très bonne, et je voudrais un peu vous retourner la question, parce que toi qui a analysé un peu cette norme, est-ce que vous avez le sentiment, notamment pour les cas des officiers supérieurs sapeurs-pompiers qui sont ici et qui ont pu voir l'évolution des textes, est-ce que aujourd'hui votre sentiment c'est qu'on commence à entendre les besoins très spécifiques que l'on a dans notre activité par rapport à ce qu'est aujourd'hui la norme de protection face aux feux de forêt en France, qui est unique au monde, hein, je veux dire, il n'y a pas un pays où on habille les gens comme des cosmonautes pour aller faire du feu d'espace naturel. Est-ce que vous avez l'impression que les normes évoluent dans le bon sens et nous permettent d'avoir des équipements qui nous permettent de travailler, ou est-ce que ton sentiment, et la question s'adresse à d'autres peut-être, c'est que on est complètement en dehors de clous et que les normes continuent à évoluer dans un sens très protectif et de surprotection qui ne correspond pas à notre activité? Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça n'engage que moi. D'une part, je trouve que l'évolution des normes est beaucoup trop rapide. Ça part peut-être d'un bon sentiment et de la volonté de toujours protéger plus. Néanmoins, on se rend compte, avec la cagoule filtrante, par exemple, qu'on a une problématique de port de la cagoule, de respirabilité de la cagoule. Donc c'est une réelle problématique. Sur les vestes de protection, les nouvelles vestes, en tout cas le nouveau référentiel technique, là aussi on va se poser la question de la thermorégulation et de voir dans des conditions à 35 ou 40 degrés, est-ce qu'on sera en capacité de faire les mêmes manœuvres, de faire les mêmes établissements, de demander le même effort au personnel avec ces éléments-là. Donc je trouve que ça va vite. Alors ça part probablement d'un bon sentiment, hein. Mais une nouvelle fois, je pense qu'il y a aussi, on est un peu percuté par l'Union européenne et par la volonté d'homogénéiser au niveau européen ces normes. Et comme l'a dit la sous-préfète en introduction, à vouloir faire de l'homogénéisation, malheureusement, on n'obtient pas compte des spécificités locales. Du coup, oui, moi ça m'interroge personnellement. Et on l'a dit, nous on l'a vu cet été, hein, on a un risque, à mon sens, plus important, et peut-être que les médecins l'évoqueront tout à l'heure. On a un risque d'avoir des gens qui tombent au tapis beaucoup plus que ce qu'on a vécu précédemment. Et puis il y a une histoire aussi une histoire économique, hein, derrière. Quand on sort une TSI, il y a maintenant, alors on est à 4 ans peut-être, 4-5 ans. 4-5 ans plus tard, on est sur un nouveau référentiel avec de nouveaux équipements. Et ça donne l'impression que la TSI, elle n'est plus nécessaire, en tout cas avec ce qui est proposé. Économiquement et dans la conjoncture actuelle, ça interroge beaucoup les SDIS.